la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Bonjour, monsieur Bonjour. l'ambassadeur. Merci de nous accorder de votre temps. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors peut-être commencer par revenir sur ce parcours qui est le vôtre. Revenir d'abord peut-être sur ce qui vous a conduit à vous engager au service de votre pays, la France, et au service de sa diplomatie. Je vous étonnerai peut-être en vous disant que j'ai toujours eu envie d'entrer dans la diplomatie et que, aussi bien jeune qu'étudiant, je lisais beaucoup de livres sur la diplomatie, sur l'histoire. Je suis un passionné d'histoire et je pense que pour s'engager dans la diplomatie, il faut connaître l'histoire, aimer son pays évidemment, aimer l'histoire et voilà, être... il y a un moment où on a envie de passer du statut de lecteur de grandes négociations ou de grandes épopées à acteur. Et voilà, donc j'ai eu un parcours après assez classique, Sciences Po, du droit, l'École nationale d'administration, et je suis sorti à un rang qui me permettait d'entrer aux affaires étrangères. Alors vous avez fait beaucoup de choses aux affaires étrangères, vous avez été beaucoup à Paris aussi. J'ai été beaucoup à Paris, contrairement à beaucoup de mes collègues qui en général cherchent à fuir Paris Moi j'ai été pas mal à Paris d'abord pour des raisons personnelles parce que avec ma femme qui elle-même a passé le concours de l'ENA un peu plus tard que moi, donc moi quand j'étais au premier étage, elle était au rez-de-chaussée, si je peux dire, donc il fallait que nos carrières concordent. Et puis après, parce que en fait, il y a un moment de ma carrière qui a été assez décisif, c'est la période où j'ai été au cabinet d'Alain Juppé, quand il était ministre des Affaires étrangères, et après je l'ai suivi à Matignon, et je me suis beaucoup occupé à ce moment-là des questions de gestion, des questions d'administration du ministère, de réforme, de réorganisation du ministère, et j'ai pris goût aux questions de gestion, et ce qui fait que par la suite j'ai occupé des fonctions de directeur des affaires budgétaires, directeur des ressources humaines, directeur général de l'administration et puis chef de l'inspection générale. Donc voilà, j'ai couvert tous les domaines d'activité du ministère parce que j'aimais cette fonction. Quand on entre au Quai d'Orsay, c'est pour faire de la diplomatie, pour traiter de l'Ukraine, pour traiter de l'Afrique, pour traiter de questions de développement, pour traiter du Moyen-Orient. Mais on ne peut traiter ces questions-là que si l'administration est en état de marche et si elle fonctionne bien. Et moi, je me suis beaucoup attaché justement à travailler dans les soutes du ministère parce que il faut un ministère qui fonctionne si on veut un ministère efficace. Et qu'est-ce que vous retenez de ces années aux côtés d'Alain Juppé ? C'est absolument passionnant de travailler avec un homme d'État parce que si vous regardez l'histoire du Quai d'Orsay, les grands ministres, Talleyrand, Chateaubriand, Maurice Couve de Murville, Alain Juppé, Hubert Védrine, Laurent Fabius, plus récemment Jean-Yves Le Drian. Vous avez de grands personnages de l'État qui ne sont pas seulement des hommes politiques, mais pour beaucoup d'entre eux, des hommes d'État. Alain Juppé, Hubert Védrine, Laurent Fabius, Couve de Murville, ce sont des grands serviteurs de l'État qui incarnent la fonction ministérielle de l'État. On a eu l'opportunité de recevoir 2 ministres des Affaires étrangères précédemment, Hubert Védrine et Philippe Douste-Blazy. Et il en ressort que
Hubert Védrine, évidemment, marque un peu plus l'histoire parce que l'argument qu'il nous a avancé, c'est qu'il y était en période de cohabitation. Oui, c'est vrai. La cohabitation permet de s'affirmer. Oui, mais moi j'étais avec Alain Juppé quand il était ministre des Affaires étrangères de cohabitation d'Édouard Balladur et François Mitterrand à l'Élysée. Comment fonctionne un ministère des Affaires étrangères en période de cohabitation ? C'est beaucoup plus simple parce que en période normale, comme par exemple aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères est un peu l'exécutant du président de la République. En période de cohabitation, le ministre des Affaires étrangères, il n'est pas l'exécutant, il est l'intermédiaire entre le président et le Premier ministre. Et donc, quand vous êtes intermédiaire, par définition, vous avez plus de pouvoir. Par exemple, prenez un exemple tout à fait basique qui n'a rien à voir. Un agent immobilier qui vous vend un appartement, il vous dit, il est l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Tout à fait. Il dit au vendeur une chose et il dit à l'acheteur autre chose. Le ministre des Affaires étrangères en cohabitation, il est l'intermédiaire, comme l'agent immobilier, il négocie également entre le président et le Premier ministre. Donc forcément, Hubert Védrine, Alain Juppé ont eu l'opportunité de montrer leur tempérament et leur stature. Exactement. Vous avez parlé de Laurent Fabius aussi, qui lui n'était pas en période de cohabitation. Qu'est-ce qu'on peut retenir Mais qui avait été Premier ministre, ministre des Finances, président de l'Assemblée nationale, qui est un grand, et aujourd'hui encore, un grand personnage de la Ve République. Donc, voilà, vous travaillez avec des hommes d'État, exactement. Et donc vous avez donc fait ce qu'on appelle le cœur de l'administration, en réalité. Oui. Et comment est-ce que vous êtes arrivé de ces grandes responsabilités qui sont celles de faire tourner l'administration à celle d'incarner la France en Algérie, par exemple, en 2008 ? Votre question, c'est comment Pourquoi être passé de l'un à l'autre ? Parce que au ministère des Affaires étrangères, vous exercez plusieurs métiers, dans le fond, au cours d'une carrière. C'est ça l'intérêt. Vous entrez au ministère des Finances ou au ministère de l'Éducation nationale, vous ferez le même métier pendant 40 ans. Au Quai d'Orsay, vous faites un métier à l'étranger et un métier différent à Paris. Et à l'étranger, vous changez de métier tous les 3 ans, tous les 4 ans. Donc voilà, j'ai fait les deux. J'ai été ambassadeur en Malaisie, j'ai été consul général en Australie, j'ai été ambassadeur en Algérie à 2 reprises. Et à Paris, j'ai fait d'autres fonctions. Vous avez donc exercé d'abord en Australie en tant que consul général, en Malaisie, à une époque particulière en Malaisie. En tant qu'ambassadeur, sous la cohabitation. Tout à fait, là encore. Et puis ensuite en Algérie. Alors pourquoi l'Algérie ? Est-ce qu'on vous envoie sur la base de connaissances ou de spécialisation sur cette région ? Ou est-ce que c'est vous qui avez demandé à y aller ? Comment est-ce que ces affectations fonctionnent ? J'avais une formule lorsque j'étais directeur général de l'administration ou lorsque j'étais inspecteur général et que les gens venaient me voir, me demander conseil. Donc en tant que directeur général de l'administration ou en tant que directeur des ressources humaines, j'étais celui qui était chargé de proposer au ministre un certain nombre de noms pour être ambassadeur aux Fidji, à Panama, à New York, en Algérie, etc. Et je disais, les nominations d'ambassadeurs, ce n'est pas une science exacte. Donc voilà, c'est une rencontre d'un intérêt pour tel pays, de compétences, de profils particuliers. C'est une espèce d'alchimie qui n'est pas une science exacte. Et pour votre part ? Pour ma part, c'est l'Élysée, le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, Jean-David Lévy, qui, lorsque j'étais directeur général de l'administration,
m'a appelé un jour pour me dire est-ce que tu seras intéressé pour aller en Algérie parce que je pense que tu aurais le profil et que voilà. Donc j'ai réfléchi pas très longtemps parce que je savais comment se passent les nominations d'ambassadeurs et je lui ai dit oui très rapidement. Et pour mon deuxième séjour en Algérie, c'est là où votre question est peut-être plus pertinente. Pour mon deuxième séjour, parce que c'est très rare de retourner dans le même pays, c'est peut-être que justement on s'est dit à ce moment-là que c'était en fin 2016, début 2017, que Bouteflika avait eu un AVC, vous vous souvenez peut-être, 4 ans avant, que peut-être il n'en aurait plus pour longtemps, qu'il y aurait peut-être une transition, et qu'il fallait quelqu'un qui ait de l'expérience, qui connaisse un peu l'Algérie, et que les Algériens acceptaient comme ambassadeur. Et je remplissais ces trois cases, puisqu'à la fois j'avais de l'expérience, j'avais une expérience algérienne, et puis les Algériens m'ont repris, ont donné leur accord tout de suite à ma nomination. Donc voilà, c'est un pays tellement compliqué, l'Algérie est tellement important pour la France, qu'il ne faut pas se louper, si je peux dire. Alors avant de développer sur l'histoire des rapports entre la France et l'Algérie, peut-être un dernier point sur votre parcours personnel. Aujourd'hui, vous arrivez à l'issue de cette grande carrière diplomatique. Est-ce que vous pouvez vous réenvisager peut-être d'être à nouveau ambassadeur, ou alors est-ce que vous vous consacrez à une carrière qui serait plus politique? Non, moi il y a une limite d'âge. Oui. Dans l'administration, il y a une limite d'âge. J'ai atteint la limite d'âge, donc je ne peux plus être nommé ambassadeur. Donc la question se pose pas. J'écris pas mal. J'ai écrit ce livre sur l'Algérie, j'en ai écrit un deuxième sur les accords d'Évian. Là, on m'en a commandé un troisième qui serait un livre un peu plus thématique sur l'Algérie. Je rédige aussi un peu mes mémoires, comme on peut dire. Je fais des cours pour essayer de transmettre à des jeunes comme notamment vous, à la Sorbonne, vous nous notamment disiez. À la Sorbonne, pour transmettre ce goût de la diplomatie et ce goût de l'action publique. Et puis l'Algérie, on en parlera sans doute, l'Algérie c'est tellement important pour la France, tellement sensible, tellement particulier, parce que la caractéristique de l'Algérie c'est que c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure française. On le voit avec les questions d'immigration, dès que vous avez un Algérien sous OQTF, comme on dit, les journaux s'emparent de cela. C'est de la politique étrangère et de la politique intérieure. Donc, ce qui fait que je suis très sollicité. Y compris par l'État qui vous consulte? Non, je suis sollicité beaucoup par les médias, par des associations, des municipalités, des partis politiques. Qui m'interroge tout à l'heure, en vous quittant, je vais au Sénat pour être auditionné par une commission sénatoriale sur l'immigration, parce que aussi j'ai écrit un texte une note pour la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, sur l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration. Donc voilà, ce qui fait que je suis pas mal sollicité par des tas de gens. Sur ces questions-là. Voilà. Alors on va peut-être revenir sur cette histoire qui est celle des rapports entre la France et l'Algérie, si vous le voulez bien. Oui. Une histoire assez dense, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous considérez que cette histoire commence avec l'arrivée de la France en Algérie, ou alors est-ce qu'elle est antérieure au XIXe siècle? Elle est antérieure, évidemment, mais il y avait plus de petits incidents ou de faits sans grande importance concernant les relations entre la France et l'Algérie. Donc elle commence véritablement
en 1830, au moment de la prise d'Alger. Oui. Et puis après, on s'est posé la question, après 1830, le régime de Louis-Philippe, qui s'est retrouvé avec sur les bras, si je peux dire, la conquête de l'Algérie, alors qu'il ne l'avait pas décidé lui-même. C'est Charles X qui avait envoyé les troupes françaises conquérir Alger. Louis-Philippe s'est retrouvé avec cet héritage algérien et on s'est demandé ce qu'on allait en faire. Si on allait repartir, une fois qu'on avait réglé le problème, la question du dé d'Alger, si on allait garder Alger, si on allait conquérir les territoires autour, si on allait... Voilà, l'Algérie en tant que telle... Alors beaucoup d'historiens ou certains historiens disent le contraire, mais l'Algérie en tant que telle n'existait pas administrativement comme entité juridique. Et donc, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à Alger? Est-ce qu'on s'étend? Est-ce qu'on va faire de ça une colonie comme on a fait des Antilles, comme on a fait de certains comptoirs en Inde, en Afrique noire? Donc voilà, le gouvernement s'est retrouvé avec un dossier sur les bras alors qu'il ne l'avait pas anticipé. Il y a ceux, les musulmans, les arabes d'Algérie, qui ont milité pour obtenir leur indépendance vis-à-vis de la France. Il y a eu donc une guerre, c'est le cas de le dire, entre l'armée française, oui. Le FLN, oui. l'OAS, il y a plusieurs parties prenantes dans ce conflit. Ne nous attardons pas là-dessus. Ce qui compte, c'est que l'Algérie a obtenu son indépendance, qu'il y a eu ces fameux accords d'Évian, et donc le général de Gaulle acte cette indépendance algérienne. Alors ensuite, comment la France a réussi à entretenir le lien diplomatique avec ce pays, sachant tous les sujets mémoriels qui doivent crisper ces relations? Mais à partir du 5 juillet 62, l'Algérie est devenue un État indépendant. Donc la France a établi des relations diplomatiques entre États. Et la question mémorielle, elle n'existait pas en réalité à l'époque. Elle n'existait pas. Il y avait la question de la construction d'un nouvel État indépendant, la question du rapatriement des pieds noirs, des harkis. Voilà, c'était les principes. Et puis après, là, les enjeux d'ordre économique ou de coopération pour aider la jeune République algérienne à se construire. Donc la question mémorielle ne se posait pas. La question mémorielle, comme on l'appelle par raccourci, elle s'est posée seulement au XXIe siècle, dans les années 2000. Pourquoi? Parce que il y a eu, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu le vote en 2005, en février 2005, d'une loi et d'un amendement qui s'appelait l'amendement Van Est, déposé par le député du Nord, Monsieur Van Est, qui recommandait que l'histoire coloniale de la France, notamment en Afrique du Nord, figure au programme des élèves en cours d'histoire. Et cet amendement est passé inaperçu, a été voté, et 8 jours plus tard, il y a des historiens français comme Benjamin Stora et d'autres, et des historiens algériens qui ont vu dans la loi cet amendement dit amendement Van Est, donc qu'on a appelé par raccourci et pour simplifier inutilement, pour jeter le doute sur cet amendement. Cet amendement, on l'a appelé l'amendement sur les bienfaits de la colonisation. Et les historiens ont dit c'est scandaleux d'enseigner aux élèves, aux étudiants français dans les cours d'histoire les, entre guillemets, bienfaits de la colonisation, alors que la colonisation a été horrible, etc. Et donc il y a eu toute une campagne en France menée par ces historiens qui ont dit il faut retirer cet amendement.
Et le président de la République, Jacques Chirac, a fini par accepter de retirer l'amendement en question. Et c'est à partir de ce moment-là que la question de la mémoire, bon, il y avait toujours une question de mémoire qui était une question de la mémoire ou des pieds noirs essentiellement, mais c'est à ce moment-là que la question de la mémoire est devenue une question vraiment politique entre la France et l'Algérie. Jusqu'en 2005, c'était une question franco-française, c'était la mémoire des pieds noirs. Vous avez encore aujourd'hui des associations pieds noirs qui se retrouvent entre gens qui ont vécu en Algérie, qui ont un passé en commun, voilà, et c'est quelque chose, je m'en suis aperçu en tant qu'ambassadeur, qui se transmet aux générations suivantes. Mais à partir de 2005, c'est devenu une question non plus franco-française, mais franco-algérienne, et que du côté algérien, on a parlé de repentance. On aura l'occasion de revenir sur cette question mémorielle, mais d'abord dire que donc l'Algérie a obtenu son indépendance en 62. Il y a plusieurs gouvernements qui se sont suivis, certains plus éphémères que d'autres, avec ce gouvernement provisoire, puis l'arrivée de Ben Bella. Est-ce que vous diriez que ces différents gouvernements ont entretenu des rapports différents à la France, ou alors est-ce qu'il y a une constante algérienne dans les rapports avec la France ? Il y a une constante. Il y a une constante qui est celle d'un État issu de la décolonisation, issu d'une décolonisation violente, qui était une guerre, alors que le Maroc, la Tunisie, ça n'a pas été la même chose, les États d'Afrique noire également. Donc il y a une constante qui est effectivement l'origine de la décolonisation, la façon dont la décolonisation a été menée, et puis aussi, si on veut être complet, l'instrumentalisation de l'histoire par la partie algérienne. C'est-à-dire le gouvernement algérien trouve sa légitimité dans un discours qui est forcément un discours anti-français. C'est sa source de légitimité jusqu'à l'hymne national au gouvernement algérien. Il y a l'hymne national, effectivement, mais dans le discours en permanence, ça revient. La France, etc., la colonisation, le parti de l'étranger. Le 1er mai, il y a 8 jours, il y a 15 jours, le président de la République algérienne, dans son discours, sans me citer, mais a dit la 5e colonne qui était dirigée par un ambassadeur, vous voyez de qui je veux parler. Donc, vous voyez, le discours anti-français est un discours qui est un peu un fonds de commerce pour le gouvernement algérien. Alors sur le plan de l'anecdote, et bien que cette question ne soit pas... nous aimerions tout de même savoir, vous, en tant qu'ambassadeur, est-ce qu'au moment des cérémonies, on jouait ce couplet anti-français quand vous étiez présent, ou alors est-ce qu'on avait la courtoisie de... Non, il n'était pas joué. C'est pas le premier couplet, c'est le 5e couplet, je crois. Donc en général... Comme pour la Marseillaise, on joue le premier couplet et donc on avait le refrain. La courtoisie mais le 5e couplet n'était pas joué, pas chanté. Et donc vous dites qu'il y a cette relative constante vis-à-vis de la France, oui. qui est une constante aussi un peu d'hostilité et d'utilisation à partir du XXIe siècle de l'histoire. Cette idée de repentance. Ces différents gouvernements algériens, ils ont petit à petit obtenu une indépendance plus grande vis-à-vis de la France, puisqu'au début, tout de même, les accords d'Évian prévoyaient une coopération à la fois militaire, avec la présence française, à la fois économique. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces rapports ? Est-ce qu'il y a encore... D'abord, une précision, je reviens un petit peu en arrière, mais je crois qu'il faut être bien conscient que la décolonisation avec l'Algérie et la guerre a été particulièrement brutale, particulièrement violente. La guerre d'Algérie, c'est pour ça aussi que ça reste dans les mémoires de l'armée, dans les mémoires des militaires, dans les mémoires des pieds noirs, dans la mémoire des harkis, parce que ça a été
une guerre très, très violente, et vous avez en réalité la guerre qui a commencé non pas en 1954, mais elle a commencé le 8 mai 1945 à Sétif, les massacres de Sétif, que peu de gens connaissent en France, évidemment. Je ne sais pas si vous les connaissiez les uns les autres, mais les massacres de Sétif, on n'en parle pas beaucoup, mais ça a été un massacre extrêmement violent de la part une tuerie de la part des colons et de la part des Algériens, quoi. Ça a été le vrai commencement de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Algérie, le 8 mai 1945. Et il y a eu, alors on ne sait pas exactement combien, mais il y a eu 10 000, 15 000 morts environ, rien que pour sur l'espace d'une semaine. Donc voilà, la guerre a été extrêmement violente. Alors ensuite, donc, votre question, c'était sur les rapports. Mais après, voilà, il y a une espèce de normalisation dans les rapports franco-algériens, mais qui a toujours été très, très difficile, très compliqué, parce que, pour deux raisons. D'abord parce que la décolonisation était très fraîche, très récente, et avait été très brutale, très violente. Donc, quand vous vous séparez dans un couple et que le divorce se passe mal, que vous en venez aux mains et que vous vous invectivez, vous vous jetez la vaisselle à la figure et que les enfants sont témoins de ce déchirement, vous mettez du temps à reprendre langue avec votre conjoint, votre ex, votre partenaire. Donc voilà, ça explique que on a mis du temps à reprendre contact avec l'Algérie, et puis parce que aussi l'histoire de l'Algérie a été très compliquée. Il y a eu l'évolution internationale, les choix diplomatiques faits par l'Algérie, qui s'est vu comme le héros du tiers-monde, du tiers-mondisme, le groupe des 77, militant contre la colonisation, voilà, et contre l'Occident, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Donc voilà, une relation compliquée entre la France et l'Algérie à partir de 1962. Le premier chef d'État qui s'est rendu en Algérie, c'est Valéry Giscard d'Estaing, en 1976. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, comme je l'expliquais d'emblée en introduction de cette discussion, c'est que l'Algérie, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Et c'est toute la difficulté pour les chefs d'État, pour les gouvernements français, de traiter un sujet qui devrait être que de la politique étrangère, mais on s'aperçoit que c'est aussi de la politique intérieure française, parce qu'il y a 10 millions, il y a 10% de la population française, c'est-à-dire 7 millions de personnes, qui ont un lien avec l'Algérie. Les pieds noirs, les harkis, les anciens militaires du contingent, les Algériens, l'immigration algérienne de France, les Algériens, les franco-algériens binationaux et les Français d'origine, d'ascendance algérienne. Les Juifs aussi, dont nous avons parlé. Et effectivement, les Juifs sont souvent très mélangés, liés aux pieds noirs. Mais vous voyez, donc c'est de la politique intérieure française. Et quand le président de la République, qui était candidat en 2017, est allé à Alger et a dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, il y a une partie de la population qui a applaudi en disant que c'était très bien de reconnaître les crimes de la colonisation, et l'autre partie qui a dit mais c'est scandaleux de dire ça, les colons n'étaient pas des criminels de guerre. Alors traditionnellement, on dit, et de façon assez caricaturale, que la gauche française est plutôt partisane de cette indépendance algérienne et plutôt pro-Algérie. C'est plus compliqué que ça, oui. Oui. C'est pas aussi...
On a l'exemple, bien sûr, de Gisèle Halimi qui s'est engagée pour Djamila Boupacha, toutes ces choses. C'est globalement exact, mais c'est plus complexe que ça. Oui. Et puis, pour en arriver à votre nomination sur place, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est votre expérience. À partir de 2008, vous êtes à Alger. Comment se passe votre prise de fonction? Racontez-nous un peu ce que c'est que la fonction de diplomate dans un pays, vous l'avez dit, qui représente à la fois des enjeux de politique étrangère et de politique intérieure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de marcher sur de la porcelaine quelque part? Oui, ou alors il faut être, j'allais dire, avoir un dédoublement de personnalité. Il faut à chaque fois faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous critiquer. Bien sûr. Donc ça peut être ou les Algériens, ou les Pieds Noirs, ou un certain nombre d'associations en France. Donc vous aurez toujours quelqu'un qui dira « mais pourquoi l'ambassadeur est allé déposer une gerbe à tel monument aux morts, c'est scandaleux, ce sont des gens qui ont tué les Français, pourquoi l'ambassadeur a dit telle ou telle chose ?» Donc voilà, il faut... Alors c'est pour ça qu'on est ambassadeur à Alger, j'allais dire en fin de carrière, en fin de parcours, parce que il faut avoir une certaine expérience, faire attention à ce qu'on dit, voir où le diable est dans les détails et donc voir d'où le problème peut surgir. Vous aviez parlé des choix diplomatiques de l'Algérie, puisque c'est un pays qui a résolument choisi le bloc de l'Est, oui. Avec sa proximité avec l'Égypte, Pan-Arabisme, oui. l'URSS, Cuba. Est-ce que on peut dire qu'il y a un héritage aujourd'hui dans la diplomatie algérienne qui est celui d'être plutôt rattaché à ce bloc de l'Est? Est-ce qu'en tant qu'ambassadeur de France en Algérie, vous êtes isolé? Ou est-ce qu'au contraire, mine de rien, la France est reconnue, on vous consulte Vous êtes isolé par le fait que vous êtes l'ambassadeur le plus important. Oui. Donc vous êtes en permanence la cible des médias algériens, des journaux, vous êtes surveillé, c'est comme si dans cette pièce il y avait des caméras. Vous étiez particulièrement scruté. Et vous êtes surveillé en permanence parce que vous êtes l'ambassadeur qui donne le là. Donc vos collègues ambassadeurs espagnols, américains, allemands, etc., vous consultent, mais voilà, scrutent attentivement ou viennent vous demander des conseils, eux, sachant qu'eux n'ont pas cette histoire derrière eux, donc ne défendent que leurs intérêts commerciaux, militaires, économiques, alors que nous, on doit gérer le passé et l'avenir. Donc c'est difficile parce que vous devez gérer, encore une fois, le passé depuis 1830 et en même temps construire l'avenir. Alors, comment ça se passe? Quels étaient vos rapports avec les autorités algériennes? C'est donc le président Bouteflika qui était au pouvoir en 2008. Et en 2017 également. Bien qu'il était malade en 2017. Mais... Quel était votre rapport? Est-ce que vous étiez reçu par le président Bouteflika ou alors est-ce que c'était plutôt avec les affaires étrangères? Comment fonctionne la politique algérienne? L'ambassadeur de France en Algérie, d'abord parce que c'est encore une fois l'ambassadeur le plus important. Il a à la fois des relations privilégiées avec les autorités algériennes, mais en même temps, les autorités algériennes cherchent à le marquer à la culotte. À le prendre en défaut, à l'enquiquiner quand elles peuvent. Donc, c'est un jeu très subtil. Vous êtes à la fois, parce que vous êtes le plus important, vous avez
un certain nombre de, j'allais dire, de facilités. C'est difficile d'envoyer paître l'ambassadeur de France, si je peux parler familièrement. Mais en même temps, on veut lui montrer que ici, vous n'êtes pas chez vous et c'est nous qui faisons la loi. Vous avez des exemples pour illustrer cela? Est-ce que vous avez vécu des choses, des moments? Oui, on vous refuse telle ou telle chose qui sont accordées à des ambassades étrangères. Je me souviens que j'avais voulu un jour mettre, comme ça se fait dans Paris, y compris à l'ambassade d'Algérie, à Paris, près du parc Monceau, le drapeau français à l'entrée de l'ambassade. Au bout d'une heure, la police est venue nous demander d'enlever le drapeau français, alors que le drapeau algérien flotte sur le bâtiment de l'ambassade d'Algérie. Donc on veut vous montrer que, voilà, en Algérie, vous êtes en Algérie, vous n'êtes plus en France. Et qui sont vos interlocuteurs privilégiés? Les interlocuteurs privilégiés normaux, ce sont les diplomates des affaires étrangères algériennes, parce qu'en Algérie, tout est centralisé par le ministère des Affaires étrangères. Par exemple, l'ambassadeur ne peut pas rencontrer le ministre des Finances, le ministre des Transports, le ministre de l'Éducation nationale, sans avoir un espèce de bon de sortie, si je peux dire, délivré par le ministère des Affaires étrangères. Tant que vous n'avez pas l'autorisation des affaires étrangères algériennes, vous ne pouvez pas voir le ministre des Finances, des Transports, de l'Éducation, qui commence par vous demander, la première chose quand vous entrez dans la pièce ou quand on vous fixe le rendez-vous, c'est est-ce que vous avez l'accord des affaires étrangères? C'est effectivement assez particulier. Donc c'est assez particulier, c'est un mode de fonctionnement soviétique. Hein. Et quel était votre rapport avec la communauté française? Est-ce qu'elle est importante en Algérie? La communauté française, elle est très particulière parce que c'est une communauté qui est formée de trois groupes d'importance inégale. Vous avez des expatriés, des chefs d'entreprise, professeurs, oui, des enseignants, le directeur de la Société Générale, de la BNP, de l'aéroport d'Alger ou de la RATP, des entreprises de Bell, Danone, etc., Renault, Peugeot. Donc des Français qui sont là pour 3 ans, 4 ans, 5 ans en Algérie. Deuxième groupe, mais ça ne représente pas grand monde. Deuxième groupe, c'est les binationaux, les Français franco-algériens ou les Algériens devenus français. Ils doivent être beaucoup plus nombreux. Donc ils sont beaucoup plus nombreux, qui ont acquis la nationalité française selon des modalités diverses. Et puis un groupe très restreint, très particulier, qui sont les religieux. Les pères blancs, les sœurs blanches, qui sont des gens qui sont là depuis très longtemps en général, qui connaissent bien le pays parce que voilà, ils ont une vision très basique, très locale, mais je tiens à leur rendre hommage parce que ce sont des gens qui comptent dans le paysage. J'ai le souvenir d'une sœur, d'une religieuse allemande qui est arrivée en Algérie en 1958. Vous vous rendez compte la mémoire de l'Algérie que cette personne que je connaissais bien, que j'allais voir régulièrement, qui était religieuse dans les montagnes de Kabylie, ce qu'elle avait accumulé comme connaissance, comme souvenir. Évidemment, ça fait donc voilà une communauté assez diversifiée, oui. Pour dire. Alors vous arrivez en 2008, donc sous la présidence de Nicolas Sarkozy, oui. Qui a une politique vis-à-vis de l'Algérie que vous qualifieriez comment? Est-ce que, en l'occurrence, elle est assez différente de celle du président Emmanuel Macron, pour lequel... Non, elle était j'allais dire, de la même inspiration que celle du président Macron, mais elle s'est très rapidement embourbée.
Et à partir du moment où elle s'est embourbée, voilà, il y a eu une espèce de gel de nos relations, parce que les relations franco-algériennes, ce sont toujours des hauts et des bas. Et ça a démarré en fanfare, et puis c'est retombé. Qu'est-ce qui explique ce... Parce qu'il y a eu une sombre affaire, non pas d'espionnage, mais un diplomate algérien a été arrêté en France par un juge d'instruction, mis en garde à vue, juste en juillet 2008, et parce qu'il y a eu une histoire d'homonymie de nom. Ouais. Et les Algériens ne comprenaient pas qu'on puisse arrêter le chef du protocole de surcroît. Donc là, j'ai vu à ce moment-là toutes les petites humiliations qu'on pouvait faire vis-à-vis de l'ambassadeur de France, aussi important soit-il, mais tout ce qui était destiné à nous piquer, à nous enquiquiner. Donc voilà ça, mais c'était un peu la même inspiration politique, mais qui n'est pas allée aussi loin que Emmanuel Macron parce que d'abord Emmanuel Macron est président depuis 7 ans maintenant, donc il a pu avancer sur ce dossier algérien. Alors, il y a eu cette volonté de l'Union pour la Méditerranée, qui a fait un flop. Assez phénoménal, et toutes ces volontés de rapprochement. Il y a évidemment une pièce dans cette équation qui est celle du Sahara occidental, qui est un sujet sur lequel la France a une position relativement constante, qui est celle de laisser l'ONU trancher. Est-ce que le fait de se cacher derrière l'ONU, c'est pas une façon de se défausser de ses responsabilités vis-à-vis de ce dossier? Disons que c'est assez commode. Bien sûr. C'est une façon de laisser les choses se gérer toutes seules. Mais est-ce que justement le fait de ne pas prendre position, ça n'a pas crispé à la fois les autorités algériennes et à la fois les autorités marocaines? Oui, c'est vrai, oui. Et on l'a vu sous Emmanuel Macron, où la France s'est brouillée à la fois avec le Maroc et à la fois avec l'Algérie. Alors comment fait-on pour se brouiller avec les deux? Il faut être assez ingénieux pour réussir. Il faut être très fort pour se brouiller avec les deux. Pour se brouiller avec les deux. Et le président de la République est très fort. Il a réussi à nous brouiller avec les deux. C'est quoi? C'est le en même temps qui est devenu l'une et l'autre? Il y a un moment où en diplomatie, le en même temps, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, le président Emmanuel Macron a donné plusieurs gages à l'Algérie. Oui, bien sûr. Ils n'étaient pas assez suffisants Mais il a cru qu'il fallait donner à chaque fois des gages supplémentaires. Et les Algériens disent non, il en faut plus. Vous nous donnez 50, on veut 70. On vous donne 70. Ah non, on voudrait 80. On vous donne 80. Ah, on voudrait 100. Et alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour que la France réussissent du moins à assainir ses relations avec l'Algérie et avec le Maroc? Ou alors faut-il faire un choix plus important entre les deux? Quelles sont en réalité les perspectives pour l'État français? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la diplomatie française sur les deux pays est assez, gelée, non? Vous voulez mon avis personnel? Votre avis personnel et l'analyse que vous faites de tout cela? Je pense que... Alors, je connais moins le Maroc. Mais avec l'Algérie, je pense qu'il faut deux choses. Il faut à la fois de la constance, de la continuité. C'est ce qui nous manque parce que on passe du crime contre l'humanité à ensuite on injurie le président algérien. Je renvoie une interview du président Macron au journal Le Monde en octobre 2021, où il a dit la falsification de l'histoire par l'Algérie, le système politico-militaire, etc. Donc voilà, on fait un coup à droite, un coup à gauche, et bon, il faut de la continuité. Et deuxièmement, je pense qu'avec l'Algérie, il faut avoir ce que j'appelle moi un rapport de force, mais qui est de la réciprocité.
C'est-à-dire faut être ferme avec l'Algérie parce que faut pas oublier qu'ils ont été formés, certes par la France, mais formés surtout par l'URSS des années brejneviennes et qu'ils comprennent le rapport de force. S'ils voient que nous faiblissons, ils en profitent. Ils diront, voilà. Donc ce sont les deux choses, à mon avis, qu'il faut faire avec cette continuité. Il faudrait continuité et fermeté. Comment avoir cette continuité? Puisqu'en réalité, il y a un système d'alternance politique. Est-ce qu'il faut un commissaire spécial à l'Algérie? Non, mais il faut faire des choix et s'y tenir. Et en l'occurrence, quels sont les bons choix à faire vis-à-vis de l'Algérie, selon votre opinion propre? Je pense qu'on a tort de chercher coûte que coûte à se réconcilier. Pas se réconcilier, mais parce qu'on se réconcilie toujours sur le long terme. Mais nous avons tort de vouloir toujours lâcher quelque chose pour se rabibocher sur le court terme. Donc voilà, il ne faut pas oublier que l'épine dorsale du système algérien, c'est l'armée. Ce sont des militaires. Et des militaires qui sont tous septuagénaires ou octogénaires. Et qui considèrent que ces petits jeunes Français, un président de 47 ans aujourd'hui, 46 ans, un ministre des Affaires étrangères de 34 ans, tout ça, c'est pas sérieux pour eux. Et vous, en tant qu'ambassadeur d'expérience, vous avez peut-être plutôt cette carrure qui permet... Non, mais faut pas personnaliser les choses, mais voilà, je fais un peu la description de la vision qu'ont les Algériens, qui encore une fois nous connaissent beaucoup mieux que nous ne les connaissons. Alors pourquoi ? Parce que la France, c'est un livre ouvert. L'Algérie, c'est un mur. Et donc, le système algérien, comme on dit, le système est très opaque, très fermé. Et eux, ils lisent dans notre livre ouvert, ils ont accès à tout. Ils ont une communauté algérienne en France importante. Ils ont des renseignements donc, qui viennent de partout. Nous, en Algérie, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que dès que vous allez voir quelqu'un, dès que l'ambassadeur ou ses collaborateurs veulent sortir d'Alger, il faut une autorisation. Une autorisation écrite, une escorte. Donc on sait qui vous allez voir. Il n'y a pas de liberté de mouvement. Alors que mon collègue algérien à Paris, bien sûr, il vient à l'Académie de Marine, il va où il veut. Vous pensez qu'il faudrait une réciprocité La réciprocité, c'est la base des relations diplomatiques. Oui. Évidemment, vous avez parlé de cette communauté algérienne très importante en France. Vous avez parlé de tous les enjeux, à la fois des décisions que vous pouvez prendre, des propos que vous pouvez avoir. En 2019, il y a cet événement de contestation important en Algérie, qui est le Irak. Vous étiez en Algérie à ce moment-là, et vous nous aviez dit que vous aviez été envoyé en Algérie justement parce qu'on pressentait éventuellement la fin du gouvernement de Bouteflika, de son autorité, puisqu'il était malade. Le Irak, comment est-ce que la France fait pour gérer un mouvement de contestation comme cela? Il y a eu des accusations de l'Algérie vis-à-vis de la France qui accusent la France d'avoir financé, instrumentalisé ces oppositions. Comment est-ce qu'on fait pour incarner la France dans ces moments de crise? Mais c'est à la fois compliqué, pas facile au quotidien. Parfois, ça vous travaille, y compris la nuit, parce que vous êtes, encore une fois, au centre du jeu. Et le paradoxe, c'est que la France et l'ambassadeur de France que j'étais étaient accusés par le gouvernement algérien de soutenir l'Irak, et on me reprochait de
d'être trop proche du Irak, donc des contestataires. Et puis les mêmes contestataires nous reprochaient et me reprochaient de ne pas les soutenir. De ne pas les soutenir et d'avoir soutenu pendant 50 ans ce système militaire et pendant 20 ans Bouteflika. Donc voilà. En réalité, l'Algérie, c'est une dualité permanente. Aller expliquer tout ça, c'est pas facile. Il y a des moments où il vaut mieux se taire, faire son travail, essayer d'observer, d'analyser, d'expliquer aussi à Paris alors justement, la complexité de la situation algérienne. Est-ce qu'à Paris, on comprend la complexité de la situation algérienne ? Non, à Paris, on est quand même très naïf globalement. On pense que donner des gages, parler de mémoire... Oui. En fait, on ne comprend pas très bien l'Algérie. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Les Algériens nous connaissent beaucoup mieux que nous ne connaissons l'Algérie. Parce que, encore une fois, l'Algérie, c'est de la politique intérieure et de la politique étrangère. Et les politiques français de droite comme de gauche sont très marchent sur des œufs ou sur de la porcelaine, vous disiez tout à l'heure. Quand il s'agit de l'Algérie, la gauche, parce qu'il y a les souvenirs de la guerre d'Algérie, il y a les souvenirs de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, qui disait en 1954 l'Algérie c'est la France et jamais la France ne quittera l'Algérie. Il y a les souvenirs de la bataille d'Alger, il y a les souvenirs de la position de François Mitterrand vis-à-vis du fils, donc des islamistes pendant la guerre civile algérienne. Donc la gauche a des choses à se faire pardonner et est tentée d'en rajouter dans la repentance ou dans la gentillesse, dans la faiblesse vis-à-vis de l'Algérie. Mais même chose pour la droite, parce que les politiques de droite, il y a le souvenir du « je vous ai compris » du général de Gaulle, du retour dramatique des harkis, des pieds noirs en 1962. Donc la droite a aussi des choses à se faire pardonner. Et pour les deux, droite et gauche, vous avez aujourd'hui la question de l'immigration, qui est centrale. Donc vous êtes devant un tableau complètement brouillé, et où vous ne comprenez pas grand-chose. Et donc, vous avancez prudemment, et tous nos hommes politiques, femmes politiques, de droite comme de gauche, sont toujours tentés d'en rajouter sur l'Algérie. Pas plus tard que la semaine dernière, le maire de Marseille, Benoît Payan, est allé à Alger, et à la sortie de son entretien avec le président Tebboune, il a dit « je suis inspiré par Alger et Marseille devrait imiter Alger ». Bon, alors sur les réseaux sociaux, vous imaginez bien que beaucoup de gens se moquent de M. Payan en disant est-ce qu'il est déjà allé à Marseille? Vous savez que Marseille, les Algériens l'appellent la 49e wilaya. Mais c'est caractéristique. On est vis-à-vis de l'Algérie, on ne sait pas comment faire. Vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des Philippines, vis-à-vis de l'Australie, vis-à-vis de l'Algérie, de l'Argentine, on sait que ce sont des pays étrangers et on les traite en pays étrangers. Et on dit, Monsieur Milei, le président algérien, argentin, pardon. On dit c'est un type extrémiste, dangereux. On dit que voilà, tel ou tel chef d'État ou tel parti, parce qu'il n'y a aucune conséquence en France. En Algérie, on n'oserait pas dire alors que dès qu'il s'agit de l'Algérie, si je dis que Tebboune n'est pas, ou Bouteflika n'est pas élu démocratiquement, ça va être entendu à Alger, ça va être contesté en France. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Alors le résultat, c'est que voilà, on est toujours dans la... Bien sûr, alors on est contraint par le temps et on a deux dernières questions de géopolitique qu'on aimerait vous poser. Oui. D'abord celle des visas.
Oui. Avec cette politique des visas. Vous ne terminez pas par la question la plus simple. On vous posera une question plus douce à la fin sur la culture, histoire d'adoucir tout ça. Mais donc il y a eu cette question des visas avec Gérald Darmanin qui a réduit de 50% les visas pour l'Algérie. Est-ce que c'est une forme de fermeté ? Non, Gérald Darmanin n'a rien réduit du tout. Donc il n'y a pas eu de fermeté. Mais il a fait croire à des gens comme vous qu'il y a eu de la fermeté. Ah bon ? On n'a pas réduit de 50%? Non, pas du tout. Alors on a juste annoncé qu'on avait réduit. On a annoncé, voilà. Mais on n'a pas réduit les visas. Non. Donc il n'y a pas eu de réduction des visas. Non, pas du tout. Mais on les a augmentés, au contraire. On a donné du pain béni aux médias qui ont pu accuser la France de trahison, de rejet des élites. Bah oui, mais la réalité, c'est qu'on a augmenté le nombre de visas. Écoutez, vous nous surprenez avec cette déclaration parce que effectivement, il y a eu cette annonce en grande pompe et puis les autorités algériennes derrière. Ben voilà, mais ça fait partie de l'espèce de cinéma franco-algérien. Donc, on a augmenté le nombre de visas. Et vous étiez donc ambassadeur à ce moment-là? Non, moi j'étais revenu à Paris. C'était en quelle année les déclarations de M. Darmanin, c'est au moment des déclarations du président Macron au Monde, c'est l'automne 2021. Oui, vous étiez déjà parti, effectivement. Oui. Alors, la dernière question de géopolitique, et on conclura. Mais je vous confirme que les visas, c'est une question très sensible. Bien sûr. Et votre réponse est la preuve que c'est une question sensible. Et donc, on aimerait conclure le volet géopolitique sur le rapport entre vraiment cette question du Maghreb, que la France entretient avec le Maghreb et plus généralement de l'avenir du Maghreb. On a vu un sommet qui s'est tenu en Tunisie entre sans le Maroc et sans la Mauritanie. Ça veut rien dire. Donc. Qu'est-ce qu'un Maghreb sans le Maroc et sans la Mauritanie ? Ça ne veut rien dire, c'est pas le Maghreb. Moi, mon avis personnel sur le Maghreb et sur la relation avec la France, puisque c'est ça, in fine, votre question, c'est que le Maroc et l'Algérie doivent parler ensemble, comme la France et l'Allemagne ont réussi à parler ensemble. Et donc, il faut que France, Italie, Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie se mettent autour d'une table, 3 d'un côté, 3 de l'autre, pour discuter ensemble. Ce n'est pas le Maroc et l'Algérie qui vont discuter ensemble parce qu'ils se détestent. Le Maroc et l'Espagne, c'est compliqué. Le Maroc ou plutôt l'Espagne et l'Algérie, c'est compliqué. La France et l'Algérie, c'est compliqué. La France et le Maroc, c'est également compliqué. Donc, comment sortir de tout ça? Il faut mettre les 3 pays du Maghreb, les 3 pays du sud de l'Europe, qui ont un agenda commun, c'est-à-dire les questions de sécurité de la Méditerranée, les questions d'immigration, les questions du Sahel, les questions de coopération économique, de développement. Donc, ce sont des sujets qui occuperaient largement des diplomates de ces 6 pays. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est une vision qui a le mérite d'avoir beaucoup de foi dans l'avenir. Vous parliez d'octogénaire à la tête du pouvoir algérien. Et ce que vous proposez, c'est quand même une vision relativement moderne qui est celle d'une discussion... Si vous voulez, le bilatéral, c'est toujours le risque d'être dans un tête-à-tête qui est difficile, plein d'embûches. Et l'UPM, à l'autre extrémité, c'est 45 États ou 43, ça ne marche pas. Donc il faut trouver une formule intermédiaire. À 6 États. Alors nous avions promis pour conclure une question un peu plus légère. Sur le plan culturel, qu'est-ce que vous avez retenu de vos années en Algérie? Est-ce que le français est encore une langue vivante en Algérie? Est-ce qu'il y a entre les 2 peuples et les 2 cultures un rapport fraternel aujourd'hui encore? Où en est-on? C'est pas exactement la même chose. Le français, oui, est encore vivant et vous avez des grands écrivains algériens qui s'expriment et qui écrivent en français. Et puis c'est la langue de l'immigration, il ne faut pas l'oublier. Donc l'immigration facilite le développement du français.
même si ce n'est pas toujours le français de Stendhal ou de Verlaine. Mais l'immigration facilite le français. Mais le français, les autorités algériennes veulent diminuer, éradiquer l'influence de la France. Donc quand M. Payan était à Alger la semaine dernière, il parlait derrière un pupitre où c'était marqué Ministry of Foreign Affairs. Bon, à quoi ça rime alors qu'il parlait en français avec le président algérien, il parlait en français avec les autorités algériennes. Mais c'est symbolique. Les Algériens ont décidé de réduire l'influence culturelle française alors que la population algérienne ne le demande pas. C'était notre question. Est-ce que la population algérienne... Non, la population algérienne, les relations entre les deux peuples sont des relations fraternelles. Il n'y a pas d'animosité des Français vis-à-vis des Algériens. Et les Algériens, chaque Algérien a un frère, un oncle, un cousin ou une grand-mère en France. Donc il n'y a pas d'animosité. Merci, monsieur l'ambassadeur. Peut-être vous demander un mot conclusif. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux étudiants qui vous écoutent? C'est un des métiers les plus passionnants qui existent. Moi, je vous encourage à passer les concours du Quai d'Orsay. Quand vous aimez découvrir d'autres horizons, aujourd'hui, par Internet et par les voyages, votre génération peut aller partout dans le monde. Ce qui n'était pas forcément le cas à ma génération. Mais une chose est d'aller en Argentine ou en Australie pour 8 jours, ou au Maroc pour 8 jours, et une autre est de vivre dans un pays pendant plusieurs années, 2 fois comme je l'ai fait, pendant presque 8 ans, de connaître les gens, les institutions, la population, de sentir le pays. Vous ne revenez pas de 8 ans en Algérie comme si vous reveniez de 3 jours en Algérie. Voilà. Ou 3 jours au Maroc, 3 jours en Tunisie. Donc voilà, c'est un métier passionnant, difficile, exigeant pour vous, pour la famille. Mais c'est une très belle aventure et j'ai eu la chance de faire ce métier pendant 40 ans. Merci, monsieur l'ambassadeur. Voilà. Merci. Des reflets changeants sous la pluie.